Bonjour et bienvenue à cette émission de l'Église diocésaine. Je m'appelle Amélie et je serai votre animatrice aujourd'hui. Je suis une étudiante en études journalistiques à l'Université de Sudbury et dans le cadre du cours Les Nouvelles à l'écran, 5 camarades ainsi que moi-même avons le privilège de participer à 3 émissions de l'Église diocésaine, celle-ci étant la première. Avant de poursuivre, j'aimerais remercier le diocèse de Sault-Sainte-Marie, Monseigneur Jean-Louis Plouffe et M. Émile Guy, réalisateurs de cette émission. Aujourd'hui, l'émission porte sur le 100e anniversaire de l'Université de Sudbury. Commençons l'émission avec Jannick et son invité, M. Michel. Bonjour, Jannick. Bonjour, Amélie. Ça va? Oui, ça va bien, merci. Donc, est-ce que je peux comprendre, nous avons un ancien du Collège du Sacré-Cœur aujourd'hui avec nous, n'est-ce pas? Oui, certainement. On trouve que c'est toujours essentiel lors d'un sonat de prendre un recul en arrière dans l'histoire. Donc, afin de bien saisir ces expériences-là et ces moments historiques, c'est bien d'avoir des témoignages d'anciens. Donc, nous sommes très chanceux d'avoir parmi nous aujourd'hui M. Alfred Michel. Donc, explique-moi comment M. Michel s'implique dans le centenaire de l'Université de Sudbury. Eh bien, M. Michel était lui-même étudiant au Collège du Sacré-Cœur dès 1950 jusqu'à 1958. Par la suite, il est devenu enseignant dans la région de Sudbury ainsi qu'en Afrique pour 5 ans. Aussi très actif dans la communauté et les bénévolats avec le Club des Richelieu. Et aussi, il fait du bénévolat avec les soins palliatifs. Donc, il est très impliqué. Aussi, il est représentant des anciens au comité du centenaire. Donc, il vient pour représentant des anciens des étudiants du Collège du Sacré-Cœur. Donc, c'est bien sa place aujourd'hui de parler de la part des étudiants. Bonjour, Monsieur Michel, ça va? Bonjour, Jannick. Maintenant, vous étiez bien étudiant au Collège du Sacré-Cœur entre l'année 1950, même jusqu'à 58. Mais est-ce que vous gardez encore un contact avec vos confrères du Collège du Sacré-Cœur ces jours-ci? Pour ma classe, oui, essentiellement, nous nous rencontrons tous les 5 ans et parfois même à des intervalles entre ça. Nous sommes une classe très unie et nous nous rencontrons comme ça, oui, à tous les 5 ans. Parfois ici à Sudbury, parfois à Montréal, parfois à Ottawa. C'est bien, donc vous gardez toujours un bon contact. Très. Maintenant, en fait, vous étiez des jeunes âgés d'entre 13 ans à 14 ans. Vous êtes déménagés de chez vous, vous êtes rentrés dans un pensionnaire au Collège du Sacré-Cœur. C'était toute une expérience. Maintenant, afin de vivre une expérience culturelle, afin de grandir, afin d'avoir cet épanouissement dans votre foi, quel genre d'activité est-ce que le Collège du Sacré-Cœur avait pour ses étudiants? Est-ce que vous vous en souvenez des activités en particulier? Oui, mais d'abord, je vais parler du début de ta question. Oui, nous venions de partout de la diocèse et très souvent, nous ne connaissions aucunement nos petits camarades que nous rejoignions là au mois de septembre, la première année. Et puis très vite, il a fallu former des liens qui sont devenus avec les années des liens presque familiaux, des liens d'amitié très grandes. Et puis, question de nous développer culturellement. Oui, il y avait toutes sortes de choses culturelles. Il y avait la fanfare, il y avait des chorales, il y avait le club de théâtre, il y avait les sports de toutes sortes. Et puis, comme de raison, il y avait dans ce temps-là la messe tous les matins, le chapelet. On était très entourés de directeurs spirituels et la plupart d'entre nous sommes restés très, très attachés à notre spiritualité. C'est bien. Puis vous-même, est-ce qu'il y avait des activités en particulier dont vous avez pris part, dont vous avez participé? Est-ce que c'était de théâtre? Est-ce que c'était plutôt du côté des sports? Moi, c'était surtout les activités comme le théâtre, parce que je n'étais pas bon sportif, mais je participais beaucoup. J'ai été mascotte des équipes de hockey, par exemple. Mais je n'ai pas joué beaucoup. Mais je dois vous dire que pour les équipes du Collège du Sacré-Cœur, c'était les équipes francophones de Sudbury. Alors, toute la population de Sudbury supportait l'équipe du Collège du Sacré-Cœur. Ça s'est toujours vu comme ça. C'est bien. Maintenant, pour tourner du bord du centenaire, puisque vous êtes bien le représentant des anciens du Collège du Sacré-Cœur, quel est votre rôle lorsque vous siégez à ce comité-là? Bien, mon rôle, c'est de m'assurer que l'aspect ancien du Collège du Sacré-Cœur ne soit pas oublié dans le centenaire de l'université. Il faut que les jeunes d'aujourd'hui sachent qu'il y a eu un début, qu'il y en a des anciens qui ne sont pas jeunes aujourd'hui et qui veulent célébrer cet anniversaire-là, mais peut-être pas de la même façon que les jeunes voudraient célébrer aujourd'hui. Donc, pour attirer les anciens du collège au banquet de clôture du centenaire, il faut qu'il y ait quelqu'un là pour attirer les anciens à cette activité-là.
C'est bien, donc afin que vous pouvez continuer l'histoire de l'Université de Sudbury et du Collège Sacré-Cœur, on doit célébrer, prendre le temps de célébrer ce centenaire-ci. Vous impliquez aux côtés de vraiment, plus ou moins, la gestion de ces activités-là. Est-ce qu'il y a une activité en particulier auquel vous avez le plus hâte de célébrer pour le centenaire? C'est sûrement le banquet final, mais qui, pour les anciens, vont faire aussi objet de retrouvailles. Il n'y aura pas seulement le banquet du centenaire. Nous allons organiser pour les anciens du collège quelques activités avant le banquet et le lendemain après le banquet, strictement pour les anciens du collège du Sacré-Cœur. Parfait. Donc, est-ce que vous attendez à voir plusieurs anciens du Collège Sacré-Cœur? Oui, nous nous attendons à en avoir plusieurs. C'est bien. Mais merci beaucoup, M. Michel, d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. On espère vous voir au banquet du centenaire. Vous me verrez là sûrement. Merci. Merci, Jannick. Donc, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est une émission spéciale de l'Église diocésaine qui porte sur le centenaire de l'Université Sudbury. Dans un instant, on accueille Patrick Wright qui a rencontré le recteur de l'Université de Sudbury, Pierre Zundel. Vous êtes un ancien de l'Université de Sudbury ou du Collège du Sacré-Cœur? Inscrivez-vous à usudbury.ca pour obtenir les dernières informations. Bonjour, Patrick. Bonjour. Donc, explique-moi comment est-ce que le recteur de l'Université de Sudbury, M. Zundel, a célébré le 100 ans. Bien, on se dit, dans le fond, M. Zundel a affirmé qu'il faut vraiment regarder dans le passé puis regarder le grand travail qu'ont fait les fondateurs. Dans le fond, c'était une période d'une crise éducationnelle et puis, dans le fond de cette période-là, les fondateurs jésuites ont fondé une université, un collège classique français. Malgré tout, là, dans le fond, c'était un peu le contraire de ce qu'on voyait habituellement. Donc, ils célèbrent vraiment ces efforts-là. Où place-t-il l'Université de Sudbury dans la communauté aujourd'hui? Bien, tout d'abord, on regarde souvent les perspectives d'avenir. Alors, on se dit que dans le futur, l'Université de Sudbury pourrait se pousser davantage, même un peu plus loin que Sudbury, donc offrir des cours un peu plus éloignés, des cours à distance, même des stages, soit locaux ou éloignés, pratiques pour les étudiants. Donc, on voit vraiment une idée de grandir sur une superficie de l'université puis sur un effet de l'université. Mais tout d'abord, avant ça, je lui ai demandé un peu... Bon, pour lui, qu'est-ce que c'est un centenaire pour l'Université de Sudbury et le Collège du Sacré-Cœur? On écoute son entrevue. En fait, on célèbre à la fois les acquis ou les succès du passé, mais aussi on regarde vers l'avenir de l'université qui, après 100 ans, est toujours en évolution. Disons, si on regardait 25 ans dans le futur, pour toi, l'idéal 125e anniversaire de l'Université de Sudbury, ça paraît à quoi? Une des choses qu'on voit, c'est que la mission qu'on se donne depuis un an, la redéfinition de notre mission, d'être de plus grands services à ceux pour qui c'est difficile d'obtenir une éducation dans les humanités ici à Sudbury, c'est-à-dire les Autochtones en région, les francophones dans les régions plus éloignées où il n'y a pas de disponibilité. Ces gens-là sont de mieux en mieux servis. Alors, on a des programmes satellites dans le sud-ouest ontarien, dans le centre ontarien. On a des programmes d'études autochtones dans les régions éloignées, chez les Autochtones. On utilise toute une gamme de technologies ou d'approches pédagogiques pour rejoindre ces gens-là qui ne peuvent pas venir ici expérimenter une éducation en direct dans nos salles de classe à Sudbury. Alors ça, c'est une chose qu'on voit. Une deuxième, je vois un grand nombre de nos étudiants et étudiantes impliqués dans des stages, soit des stages locaux, par exemple avec des organismes qui offrent des services aux gens démunis de la région, ou dans le tiers-monde, en train, encore une fois, de s'engager dans le contexte dans lequel on vit, le contexte international, le contexte local, pour à la fois rendre service, mais aussi pour élargir leurs horizons, leur compréhension du monde dans lequel ils vivent. Une chose qui est peut-être constante dans les dernières 100 années, les premiers 100 ans de l'université, et j'espère qu'il va continuer, c'est qu'on va de plus en plus former les leaders de la communauté autochtone, francophone, du Nord ontarien. On se donne ça comme mission et alors je me vois dans 25 ans rencontrer des gens qui sont gestionnaires d'organismes à but non lucratif, des membres du Parlement, des gens en affaires qui sont nos diplômés, qui ont pu profiter de notre éducation à distance ou locale.
Parlant justement d'anciens diplômés avec le centenaire, est-ce qu'on entend parler les anciens? Est-ce qu'il y a des récits qu'on entend de leur part, des histoires de succès, si on veut, depuis l'histoire de l'université de Sudbury? Bien, absolument. Il y a toutes sortes de choses qui vont se passer dans ce sens-là. Alors, par exemple, on octroie des doctorats honorifiques cette année, entre autres à un des anciens du Collège du Sacré-Cœur, le père Ronald Perron, qui a été un lien important entre l'Église, entre la Société de Jésus et la région nord-ontarienne, la région sudburoise. C'est quelqu'un qui a énormément donné aux différentes paroisses dans lesquelles il a travaillé. Il était ici à la résidence, il a interagi avec nos étudiants. Alors, ça, c'est un exemple d'un ancien du collège qu'on fête cette année. À plusieurs occasions, on fait venir nos anciens aussi pour leur permettre de rencontrer nos étudiants, pour entendre parler exactement de leur expérience. Et en fait, on lance cette année une activité d'avancement universitaire, c'est-à-dire dont une composante est de renouer le lien avec nos anciens, avec nos anciennes. Lien qu'on n'a pas, je pense, aussi bien gardé qu'on aurait pu. Alors, moi, je vais passer énormément de temps dans les prochaines années, et notre nouvelle directrice de l'avancement également, à renouer ces liens-là et essayer aussi de former des liens entre nos étudiants actuels et nos anciens et nos anciennes, par exemple pour des stages, pour du mentorat qui pourrait se faire. Donc, on va parler un peu d'un leader chrétien. L'université, dans le fond, est dans la foi catholique. Qu'est-ce qu'elle fait, à part, disons, des cours de sciences religieuses? C'est quoi les programmes qui sont offerts du côté foi pour les étudiants et puis pour le personnel? Okay. Alors, on essaye de faire par différents mécanismes en sorte que la dimension spirituelle de la vie humaine soit présente dans toutes ses formes. On le fait au niveau de la foi catholique par l'entremise de la paroisse qui est reçue ici, qui existe ici à l'intérieur de l'université. On a un directeur des services spirituels qui est un jésuite, en fait, on en a deux à l'heure actuelle, 2 jésuites ici, qui travaillent avec les étudiants, que ce soit de l'accompagnement, que ce soit les messes journalières, des activités où la tradition intellectuelle de la foi chrétienne, de l'Église catholique est mise en valeur, où on pense à des dossiers comme, par exemple, qu'est-ce que c'est la sexualité dans l'ère moderne, quels sont les enjeux éthiques, comment est-ce que notre foi vient se mettre en évidence dans ce contexte-là. On essaie essentiellement d'avoir un genre de buffet de possibilités pour que les gens puissent s'engager avec la vie spirituelle là où ils sont aujourd'hui. En plus de l'Église catholique, on a également des aînés autochtones qui rencontrent les étudiants, principalement autochtones, mais en fait tous les étudiants qui sont intéressés pour leur partager la perspective spirituelle autochtone. Alors, il y a toutes sortes de différents mécanismes. Ce qu'on essaye de faire pour les gens, c'est qu'ils se rendent compte que d'être humain, ça implique une dimension spirituelle, qu'une façon importante de nourrir cette dimension spirituelle-là, c'est par la foi et essayer d'accompagner les gens dans ce processus-là. Nous, dans le département d'études journalistiques, on est là, on fait des reportages, des entrevues. J'aimerais savoir comment vous impliquez peut-être les autres programmes et départements dans le centenaire, dans les célébrations, si on veut. Oui, il y a toutes sortes de façons. Les doctorats honorifiques qu'on octroie cette année proviennent principalement de recommandations des départements. Alors, on leur a dit qui voulez-vous qu'on reconnaisse lors de cette célébration. Alors, ils se sont mis à y penser. On a de très bons candidats. Entre autres, le département de sciences religieuses nous a recommandé de reconnaître Ové Mohamed, un jésuite de la province anglaise des jésuites, qui a été très impliqué dans le dialogue interculturel, le dialogue des foi, des religions du monde. Alors, on va lui octroyer sous peu un doctorat honorifique. Puis ça, c'était le département des sciences religieuses qui faisait ça. Et peut-être en dernier lieu, est-ce que vous avez peut-être à vous un souvenir préféré, un souvenir mémorable de l'université au courant de son histoire, si on veut? Une des choses qui me fait le plus plaisir, c'est quand je pense en fait à la fondation de l'Université de Sudbury. En 1913, c'était l'époque du règlement 17, du fameux règlement 17, qui allait interdire aux francophones ontariens le droit d'éduquer leurs enfants, on parlait d'école primaire et secondaire, en français. Et les jésuites, leur réponse a été non seulement de ne pas dire
c'est correct, mais de créer un collège classique francophone ontarien, là, au moment où on interdisait aux francophones d'avoir une éducation française. Moi, j'aime beaucoup le courage que ça a démontré et l'engagement vers la communauté franco-ontarienne sudburoise. Si tu avais moyen de parler à ces fondateurs-là, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? On commençait par leur dire merci. Et j'aimerais vraiment comprendre comment ils ont trouvé le courage. À Sudbury, en 1913, c'est pas la ville d'aujourd'hui. Hein. C'était creux ici. C'était tout nouveau. On avait presque seulement 20-25 ans ici déjà dans la région. Les chemins de fer n'avaient pas 30 ans depuis leur passé ici. C'était une ville crottée, industrielle de région. Qu'est-ce qui leur a fait penser qu'un collège classique, dans un endroit comme ça, serait une bonne idée? Où ils ont trouvé le courage pour le faire, ça? Et j'aimerais aussi parler, par contre, à Alphonse Raymond, qui a été le recteur au moment où le Collège du Sacré-Cœur est passé à l'Université de Sudbury. Et lui et ses collègues avaient le projet de créer une université en bonne et due forme dans le nord ontarien pour la population de la région. J'aimerais bien comprendre avec lui qu'est-ce qui se passait à ce moment-là, quels étaient les enjeux, comment ça s'est déroulé. C'était des gens, finalement, les Jésuites qui ont commencé le Collège du Sacré-Cœur et l'Université de Sudbury, c'était des grands. Et j'aimerais vraiment pouvoir leur avoir parlé de comment ils se sont pris. Super. Bien, M. Zundel, merci beaucoup d'être là avec nous. Merci beaucoup à Patrick et à son invité, le recteur de l'Université de Sudbury, M. Pierre Zundel. Vous êtes un ancien de l'Université de Sudbury ou du Collège du Sacré-Cœur? Inscrivez-vous à usudbury.ca pour obtenir les dernières informations. Maintenant, nous allons discuter avec un ancien du Collège du Sacré-Cœur qui continue d'évoluer dans la communauté et avec les étudiants et l'Université de Sudbury. J'en parle avec Josh Dandurand. Bonjour, Josh. Salut. Donc, est-ce que je peux comprendre, Josh, tu as rencontré une personne très spéciale? Oui, c'est ça. C'est pas mal incroyable d'avoir la chance d'être ici et de vraiment avoir la chance de m'entourer avec des gens qui ont toujours été si impliqués dans la communauté diocésaine. C'est pour ça que c'est un honneur d'être capable de faire une entrevue avec le Père Perron. Le Père Perron est diplômé du Collège de Sacré-Cœur et de l'Université de Sudbury. Ça, c'est un ancien de l'Université de Sudbury. Et il a toujours été impliqué avec les étudiants de l'université, même encore aujourd'hui. Ça fait 22 ans. Alors, bonjour, Père Perron. Bonjour, Josh. Ça va? Ça va très bien, merci. Oui. Alors, pourquoi est-ce si important de célébrer ce centenaire? Oui, bien, le Collège Sacré-Cœur est un peu comme la mémoire de l'identité et de la fierté francophone. Et ça permet de... Tous les anciens du Collège Sacré-Cœur qui sont tellement impliqués dans la communauté depuis tout le temps que ça existe, c'est l'occasion pour eux aussi de reprendre conscience de leurs racines, de leur source de vie et de leurs compétences. Bon. Quels sont certains souvenirs historiques mémorables que vous retenez du Collège de Sacré-Cœur et de l'Université de Sudbury? Eh bien, du Collège Sacré-Cœur, ce qui est le plus immédiatement mémorable, c'est quand on a reçu la première fille en 1957, Anita Chevrier, une fille parmi toute une classe de garçons, là. Alors, c'était très spécial. C'était une fille intelligente, gentille, qui avait une bonne identité, qui pouvait tenir sa place. Et alors, les gars la prenaient un peu comme leur sœur et c'était très fiers de ça. Mais il y a plein de souvenirs. Aussi, la prise de conscience du collège, je dirais, comment il a desservi. En fait, le collège a formé 3 évêques qui sont actuellement ou décédés ou encore actifs et une centaine de prêtres au moins. Alors, le souvenir des gens qui sont juges dans la communauté, des avocats, des comptables, des gens qui ont fait plein d'implications au niveau de la province. Par rapport aux expos, ils ont été gérants, les Jeux olympiques du Canada, gérants. Alors, plein de souvenirs d'agents qui sont devenus des professionnels très, très actifs dans la communauté et qui ont fait parler d'eux très favorablement, qui sont des Canadiens français qui ont émergé et qui ont été des leaders dans la communauté. Bon. De quelle façon est-ce que la résidence est un apprentissage pour la liberté de la responsabilité à l'Université de Sudbury? Oui, ça, c'est toute une aventure par lui-même.
parce que la résidence, c'est 180 étudiants, garçons et filles, qui quittent la maison pour la première fois et qui viennent un peu explorer leur liberté et découvrir les limites de la liberté aussi. Alors forcément, on fait un peu toujours des folies quand on explore les limites de la liberté. Et j'ai vécu dans la résidence pendant 22 ans. Alors, c'est toute une aventure que de voir le cheminement de cette société-là qui est un peu l'image de l'évolution de la société plus large. Quand j'étais là, moi, les premiers temps, il y avait une séparation très stricte, même avec les portes barrées à partir de 11 heures le soir entre les gars et les filles. Mais dans la résidence aujourd'hui, les gars et les filles vivent sur le même plancher, comme frères et sœurs. Je me souviens dans le temps que je m'occupais des responsables de plancher. Je pense que c'est ce que tu es, toi, là aussi, là. Et puis, j'avais dit aux étudiants responsables de plancher, les gars et les filles, il ne faut pas que ça dorme ensemble. La fille a dit, qu'est-ce qui veut dormir dans ces occasions-là? Alors, il y avait un bon sens de l'humour aussi, tu sais, de savoir comment gérer l'apprentissage. Mais aussi, dans la résidence, il y avait beaucoup d'activités culturelles, comme des débats pour des discours, des débats de société, des participations pour des concours de photographie, des concours d'art, de tricot. On avait plein d'activités culturelles à l'intérieur même de la résidence. Je me souviens, entre autres en particulier, il y avait un débat comme ça, puis une fille qui était vraiment particulièrement brillante. Les gars, ils arrivent pour impressionner les gens, j'imagine, avec les boguets qu'on trouve dans les centres d'achat, là, avec plein de livres. Alors, la fille a dit, « Vous êtes en train de magasiner pour des idées, les gars? » Ben, il était fini, hein? Avant même de commencer. Alors, c'était un espace pour beaucoup être présent à la créativité des étudiants, à leur dépassement, à leur apprentissage, aussi à leur folie. Et de pouvoir aider et donner des chances à d'autres places, peut-être que des gens qui, normalement, se seraient fait mettre dehors. Ben, on causait avec eux, puis on mettait des critères, et puis on repartait, et puis c'est des gars qui sont devenus des avocats, des juges, qui sont impliqués dans la société, directeurs d'école, surintendants. Alors, c'est réconfortant de voir, de participer à la croissance de des personnes qui font des folies, c'est un peu normal dans la vie, mais que ce n'est pas la fin du monde, ils peuvent se reprendre et apprendre de cela et devenir de nouveau et continuer leur chemin. So, vraiment, c'est une étape essentielle pour devenir un adulte bien moulé. C'est ça, dans la maturité. Oui, c'est ça. C'est bon. Alors, est-ce que vous connaissez certains de ces diplômés qui ont laissé leur marque sur l'Ontario, le Canada ou encore au niveau de l'Église ou de l'éducation catholique? Bien, je dirais que beaucoup des directeurs d'école qui sont devenus surintendants, même directeurs de conseils scolaires, toute la réorganisation de la francophonie scolaire, tu retrouves partout là-dedans des anciens du collège, de l'université qui sont partie prenante. Beaucoup aussi de nos anciens font partie des écoles même d'immersion, parce qu'ils sont venus, ils ont appris le français chez nous, à l'université, et puis ils deviennent des professeurs de français, et ils deviennent des directeurs et des leaders dans les écoles d'immersion. Et dans les médias, alors celle qui travaille maintenant à CBON est une ancienne de votre programme en communication. Alors les différents départements de l'université ont produit en communication, en folklore, en philosophie, en sciences religieuses, des gens qui ont fait leur marque à l'extérieur ou à l'intérieur du monde universitaire. Et bien sûr, à l'Université Laurentienne, des professeurs de littérature comme Pascal Sabourin, en sciences comme Marcel Leach, qui était professeur de physique. Des gens qui sont devenus aussi professeurs à l'université, qui sont revenus à leur alma mater. Il y en a beaucoup qui ont fait ça aussi. Oui, c'est bien. Alors, merci beaucoup, le Père Perron. Oui, merci beaucoup. Ouais, pas de problème. Merci, Josh. Oh. Donc, c'est tout pour nous aujourd'hui. J'aimerais remercier nos invités, M. Alfred Michel, M. Pierre Zundel, recteur de l'Université de Sudbury, et Père Ronald Perron. Merci à nos journalistes, Jeanne Guy, Patrick Wright
et Joshua Dandurand. J'aimerais remercier aussi notre équipe technique, Gervais Yinda à la régie, Liana Duchim à la technique, et cette émission est une réalisation de Sophia Bagawi. Merci beaucoup et à la prochaine. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour.